Donc bonjour à tous, soyez bienvenus au salon Emploi et Mobilité 2025 qui est organisé par la préfecture de région via la PFRH, mais pas que grâce à nous, c'est aussi grâce à nos partenaires employeurs publics qui sont issus des 3 fonctions publiques et également nos partenaires de l'emploi public. Aujourd'hui, en fait, vous participez à une journée salon et emploi mobilité en distanciel. Tous nos webinaires sont enregistrés et seront accessibles en replay sur la page YouTube de la PFRH Occitanie. Du coup, je vais vous montrer l'adresse et je vous redonnerai ces éléments en fin de webinaire. Vous pourrez télécharger également ces informations. Demain, il y aura également une matinée qui sera menée grâce à nos conseillers mobilité carrière des 3 fonctions publiques qui organisent des entretiens flash pour accompagner des gens soit sur le parcours professionnel, soit sur leur projet de retravailler le CV ou la lettre de motivation. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a également des événements qui sont organisés en présentiel dans les départements, donc des salons, grâce toujours aux mêmes partenaires des 3 fonctions publiques et nos partenaires de l'emploi. Et par exemple, aujourd'hui, pour ceux qui sont dans le Tarn-et-Garonne, eh bien, au pavillon Sapiac, vous avez un salon. Mais sans plus attendre, je vous propose que nous commencions ce premier webinaire sur faire le choix de la fonction publique, donc qui va être présenté par Fanny Sala sur la partie théorique, et nous avons ensuite deux témoignages de nos collègues, mais je les laisserai se présenter à ce moment-là. Du coup, Fanny, je vais lancer la présentation et te donner la main. Bonjour Maëla, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui se sont connectés ce matin pour suivre ce webinaire, comme l'a dit Maëla, destiné à comprendre les enjeux de la fonction publique et surtout comment l'intégrer avec ou sans concours. J'aurai le plaisir de faire intervenir tout à l'heure Marouane et Géraldine qui vous expliqueront leur parcours, qui sont sensiblement différents mais qui ont réussi tous les deux à intégrer la fonction publique. Et sans plus attendre, donc je vais en venir au fait. Donc l'idée de cette présentation, c'est aussi de mettre fin aux clichés sur la fonction publique qui sont malheureusement encore très nombreux, et de vous montrer qu'on peut entrer dans la fonction publique et d'y exercer l'un de ces 1000 métiers à tout âge, avec ou sans diplôme, avec ou sans concours. Alors oui, ça peut en surprendre quelques-uns d'entre vous, mais pourtant c'est la réalité. Alors tout d'abord, la fonction publique, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est le premier employeur de France qui emploie un actif sur 5, soit près de 6 millions d'agents. Et comme on l'a dit, il y a plus de 1000 métiers disponibles dans la fonction publique. Contrairement aux apparences, ce n'est pas toujours être derrière un bureau ou dans la rue en train de s'occuper de la voirie. Voilà, il y a 1000 métiers, ils sont très nombreux, très variés, et on va en voir un peu plus tout à l'heure. Déjà, il existe 3 fonctions publiques. Vous le savez peut-être, la fonction publique d'État, qui emploie près d'un agent sur 2, 2,5 millions d'agents, et qui regroupe principalement les administrations centrales, auprès des ministères notamment, les services déconcentrés, les établissements publics, avec des métiers très variés comme enseignants, greffiers, policiers, etc. La fonction publique territoriale est la deuxième fonction publique qui emploie près de 1,9 million d'agents, soit un peu plus d'un tiers des actifs, un peu plus d'un tiers des agents publics, et qui comporte des métiers aussi également très variés, comme jardinier, puriculteur, animateur, secrétaire de mairie. Voilà, et on retrouve donc les agents de la fonction publique territoriale dans des entités comme les mairies, les conseils départementaux ou régionaux et de nombreuses intercommunalités. La troisième fonction publique, et non des moindres, c'est la fonction publique hospitalière, qui emploie 1,2 million d'agents, et dans des hôpitaux, dans des EHPAD, sur des métiers tels que infirmiers, aides-soignants, médecins, secrétaires médicaux. Donc ça, c'est le panorama, les 3 fonctions publiques qui peuvent employer des agents. Et contrairement aux idées reçues, en fait, ces 3 fonctions publiques rassemblent des professions dans tous les domaines. On l'a vu, plus de 1000 métiers différents, ce qui est quand même assez conséquent. Sur des fonctions administratives, sur des métiers du privé également. Tous les métiers du privé sont représentés dans la fonction publique. Et également sur des fonctions spécifiques telles que sapeur-pompier, officier de police, inspecteur des impôts, qu'en revanche, on ne retrouve pas dans le secteur privé. L'ensemble de ces métiers sont recensés dans le répertoire commun des métiers de la fonction publique,
qui sont répertoriés dans cette page internet sur le site fonctionpublique.gouv.fr. Vous pouvez, en suivant le lien ou en tapant directement sur un moteur de recherche, retrouver ce répertoire qui classifie donc l'ensemble de ces métiers. La fonction publique, on peut y entrer concrètement par concours. Ça reste la voie privilégiée pour intégrer la fonction publique. Ces concours, ils permettent de garantir à tous l'égalité d'accès à la fonction publique. Et en fait, tous les profils et tous les métiers du service public sont accessibles par concours, qui se répartissent en 3 catégories, les catégories A, B et C, qui en fait s'adressent à des candidats selon le niveau d'études et selon les fonctions qui sont visées par les candidats et selon le niveau de diplôme également du candidat. Donc la catégorie A, pour faire un petit focus, ça s'adresse à des candidats de niveau Bac+3 ou supérieur, et les métiers qui correspondent à cette catégorie correspondent à des fonctions de direction, d'encadrement supérieur, d'expertise. C'est la catégorie A. La catégorie B est accessible à partir du baccalauréat et elle correspond à des emplois qui demandent une technicité un petit peu particulière. Et elles peuvent aussi correspondre à des fonctions d'encadrement intermédiaire sur des ateliers, des services de moindre importance. Mais il y a quand même néanmoins beaucoup d'agents de catégorie B dans la fonction publique. C'est l'une des catégories les plus répandues sur l'encadrement intermédiaire. La catégorie C, c'est la catégorie qui regroupe le plus d'agents dans la fonction publique. C'est une catégorie qui correspond aux fonctions d'exécution. Elle est accessible sans condition de diplôme, et sauf pour certains métiers qui demandent une qualification particulière. Et pour les agents qui ont des diplômes de niveau BEP, CAP notamment. Voilà pour l'accès par concours qui reste donc la voie privilégiée pour accéder à la fonction publique. Les conditions d'accès, elles sont immuables pour certains concours et elles sont au nombre de 5 principalement, même si certains concours en ajoutent un petit peu selon la particularité du métier visé. La première condition, c'est la condition de nationalité. Il faut être français, européen ou ressortissant de la principauté d'Andorre. Bien sûr, il y a des exceptions que vous pourrez consulter selon le concours que vous souhaitez passer. Il y a aussi la condition de diplôme, selon le statut de chaque corps ou cadre d'emploi. La jouissance des droits civiques, qui est obligatoire, effectivement, et elle sera vérifiée si vous passez un concours. Il faut également n'avoir aucune condamnation inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Et enfin, il faut être apte physiquement à l'exercice des fonctions qui sont souhaitées. Il existe de nombreux organismes qui permettent de préparer au concours de la fonction publique selon le niveau du concours visé ou le diplôme qui est requis. Vous trouverez de nombreux organismes, par exemple les concours de catégorie A. Vous avez les IPAG qui sont rattachés aux universités, les CEPAG qui sont rattachés aux instituts d'études politiques. Il y a également les centres de préparation à l'INSP, les services de formation continue, les IUFM et les plateformes Réussir IRA. Pour les concours de catégorie B et C, il y a certains GRETA qui proposent des préparations au concours également. Et pour les candidats diplômés de l'enseignement supérieur, on aura les prépa talents qui proposent un soutien financier pendant la formation avec une bourse de 4 000 € par an. Et pour les agents qui travaillent déjà dans l'administration, mais qui souhaiteraient néanmoins préparer des concours, vous avez les IGPDE et le CNFPT qui proposent également des formations qui permettent de préparer les agents au concours. Vous trouverez tous les calendriers des concours des 3 fonctions publiques sur les sites qu'on vous a répertoriés sur la présentation. Donc pour la fonction publique d'État, ce sera sur le portail de la fonction publique, accessible via un moteur de recherche. Ce sera le premier lien que vous trouverez. Pour la fonction publique territoriale, ce sera sur le site concoursterritorial.fr. Et sur le site pour la fonction publique hospitalière, ce sera sur le site concours fph-ars-santé.fr. Et là, vous trouverez tous les concours qui sont répertoriés effectivement par fonction publique, par niveau d'études. Et puis, vous pourrez naviguer pour consulter tout ça et voir lequel vous semble le plus adapté à votre recherche. Les voies d'admission et de recrutement sont très différentes d'une fonction publique à l'autre. C'est vraiment
des modes d'admission sensiblement différents. Pour la fonction publique d'État, en fait, les candidats qui sont admis à un concours, ils sont nommés fonctionnaires stagiaires dans l'ordre de leur inscription sur la liste principale, puis sur la liste complémentaire. C'est-à-dire que le fonctionnaire stagiaire qui est en école ou en institut de formation, il choisit son premier poste d'affectation, généralement en fonction du rang qu'il obtient en fin de scolarité et à la fin des épreuves de classement. C'est le cas de Marwan, il nous expliquera ça tout à l'heure. Et en fait, voilà, on a une classification qui s'opère en fin de scolarité et qui détermine en fait l'ordre du choix des métiers qui sont accessibles et des postes accessibles. Pour la fonction publique territoriale, c'est très différent, puisque les candidats qui sont admis au concours, ils sont inscrits sur une liste d'aptitudes par ordre alphabétique, donc ça n'a rien à voir avec un classement établi en fonction du niveau de réussite au concours. Là, c'est vraiment par ordre alphabétique. Et les candidats qui sont admis à un concours, ils doivent rechercher un emploi et ils doivent postuler sur des offres d'emploi qui sont proposées sur des sites dédiés. Et ensuite, la liste d'aptitudes, elle est valable sur l'ensemble du territoire français, mais sur un temps limité. Donc, il faut faire attention au principe du reçu-collé, auquel cas un agent qui aurait obtenu un concours pourrait se retrouver à perdre le bénéfice s'il n'obtenait pas un poste sur le grade qu'il a obtenu par le concours. Du coup, c'est quand même assez exigeant puisqu'il faut trouver un emploi dans la période donnée et c'est un système de candidature un petit peu comme dans le privé. Il y a des offres d'emploi et il faut postuler à des offres d'emploi pour valider son concours. Dans la fonction publique hospitalière, c'est encore différent, puisque les candidats qui sont admis à un concours sont inscrits sur une liste par ordre de mérite, mais qui ne vaut pas recrutement. Et les nominations, en fait, elles sont prononcées dans l'ordre d'inscription et en fonction des préférences des candidats. Voilà, donc les candidats qui sont admis à un concours sont là aussi, un peu comme dans la fonction publique d'État, chargés de trouver un poste, mais selon la préférence qu'ils auront opérée. Donc, ces trois voies d'admission et de recrutement sont sensiblement différentes. Il faut y prêter vraiment attention quand on passe un concours, puisque la finalité n'est vraiment pas la même, et c'est sensiblement important quand on est candidat à un concours de la fonction publique. Et là, petite surprise, pour certains, la fonction publique est aussi accessible sans concours. C'est vrai que beaucoup de personnes pensent à tort que le concours reste la voie unique, même si elle est privilégiée, ce n'est pas la seule, puisque la fonction publique recrute aussi sans concours, puisque certains dispositifs permettent à des personnes sans qualification d'y accéder et d'être titularisées sans passer de concours. Donc, vous retrouverez beaucoup de renseignements sur ce sujet sur le site servicepublic.gouv.fr, mais je peux déjà vous dire qu'il y a 6 perspectives qui vous sont données. Donc, déjà, le recrutement sans concours dans le premier grade des corps de catégorie C. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des agents qui ne font pas d'encadrement ni de fonctions d'expertise, mais qui ont des fonctions d'exécution, sur les postes à pourvoir. Donc, ce sont des recrutements sans concours. On accède directement sur ces postes en catégorie C. Il y a également la voie du pacte. Il y a aussi le recrutement des personnels militaires, le recrutement par la voie contractuelle toute simple, puisque des offres d'emploi mentionnent directement la possibilité de recruter sur un contrat dont la durée est expressément indiquée dans l'offre d'emploi. Et l'accès sans concours est aussi offert aux travailleurs en situation de handicap et aussi par la voie de l'apprentissage qui, en ce moment, est un peu moins favorisé, on va dire, mais qui existe néanmoins. Et nous, on en fait régulièrement l'expérience dans notre structure, puisqu'on accueille avec beaucoup de joie des apprentis qui connaissent en fait la fonction publique grâce à cette période d'apprentissage qui est riche en expérience. Alors, concrètement, où trouverez-vous la publication des offres d'emploi dans la fonction publique? Sur un site, s'il y en a qu'un qu'il faut retenir, c'est bien celui-ci, c'est choisirleservicepublic.gouv.fr. C'est vraiment le site internet qui va regrouper l'ensemble des informations sur la fonction publique. C'est aussi une application sur smartphone qui est vraiment très pratique et qui centralise en fait l'ensemble des offres d'emploi de toute la fonction publique.
Alors, à titre d'exemple, en Occitanie, au 1er septembre de cette année, il y avait 2851 offres proposées, ce qui n'est pas négligeable. Et sur l'ensemble du territoire, sur toute l'année 2024, c'était près de 350 000 offres disponibles donc, et ouvertes à tous, avec ou sans concours selon les postes. Mais c'était déjà plus de 35% de postes en catégorie A, près de 25% en catégorie B et près de 40% en catégorie C. Donc voilà, une offre très diversifiée et toutes sont répertoriées donc, pour les 3 offres d'emploi, pour les 3 fonctions publiques, pardon, sur ce site-là. Donc c'est vraiment le site à ne pas manquer, ou l'application smartphone à avoir toujours avec soi. En revanche, ce qui est moins aisé, c'est de comprendre une offre proposée auprès de la fonction publique. C'est pas toujours lisible puisque les personnes qui n'en font pas partie ne connaissent pas forcément le vocabulaire utilisé, notamment, on l'a vu, les catégories d'emploi A, B et C qui sont systématiquement indiquées, mais aussi des termes plus spécifiques, comme pour la fonction publique d'État et hospitalière, le terme de corps, et pour la fonction publique territoriale, le terme de cadre d'emploi, qui détermine vraiment le type d'emploi et le type de poste que vous allez occuper, avec à l'intérieur de ces corps et de ces cadres d'emploi des grades qui sont déclinés eux-mêmes en échelons. Et à chaque échelon va correspondre un indice brut et un indice majoré. C'est vraiment des postes qui sont très encadrés. Vous allez comprendre en lisant une offre d'emploi facilement l'intitulé, peut-être l'émission, mais ces typologies de précision, elles sont vraiment spécifiques à la fonction publique. Donc l'indice brut et l'indice majoré qui sont déterminés pour cet emploi vont avoir un impact sur la rémunération qui vous sera offerte, puisque la rémunération, elle correspond au traitement de base, qui lui-même est calculé en multipliant l'indice majoré par la valeur du point d'indice. La valeur du point d'indice, elle est fixe. On va pas s'en réjouir, mais elle est fixe. Et au 1er juillet, elle était égale un peu moins de 5 €, 4,92 €. Donc, si vous voyez un poste avec un indice, par exemple, de 400, il faudra multiplier l'indice par la valeur du point d'indice pour obtenir le traitement de base. À ce traitement de base va s'ajouter une prime ou plusieurs primes et des indemnités qui seront en fonction des missions du poste. Mais là encore, normalement, sur l'offre d'emploi, toutes ces mentions doivent être ajoutées. J'espère ne pas avoir été trop... Non, c'était super Fanny, parce que merci beaucoup pour ta clarté. C'est complexe et voilà, tu as facilité la compréhension de cet environnement fonction publique. Mais pour illustrer, en fait, on s'est dit que rien de mieux que des témoignages. Donc, on va commencer par donner la parole à Marwan Spanu. Marwan, on va te laisser te présenter, expliquer ton parcours. Toi, tu as intégré la fonction publique d'une certaine façon. Ensuite, ce sera Géraldine qui nous fera part de son expérience, son entrée dans la fonction publique avec son directeur qui expliquera lui aussi son choix d'avoir recruté Géraldine. Mais Marwan, c'est à toi. Merci Maïla. Je vais masquer la présentation, comme ça on vous verra mieux. Hop. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Marwan Spanu, j'ai 29 ans et aujourd'hui, je suis au ministère de l'Intérieur en qualité de fonctionnaire stagiaire. Donc, j'ai passé un concours pour intégrer le ministère de l'Intérieur et donc je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Donc, j'ai fait une licence d'administration économique et sociale à Toulouse et un master en sciences politiques à Bordeaux. Et je me prédestinais à faire une carrière dans le développement international et la coopération. Et puis avec la Covid-19 et différentes expériences, notamment au programme des Nations Unies ou bien dans des associations pour le développement, les opportunités sont un petit peu réduites. Et moi, ce que je voulais absolument, c'était pouvoir participer au développement de projets qui allaient être utiles pour les autres. Et c'est donc après la Covid et après un long cheminement de réflexion que je me suis intéressé à la fonction publique parce que je trouve qu'elle regroupe en fait ces valeurs.
Et je me suis dit, bon, ok, bon, bah, alors je vais me préparer, il faut que je me renseigne et que je sois curieux pour savoir comment on peut l'intégrer et ce qu'on peut faire derrière. Donc, je me suis entouré, notamment à ce moment-là, j'étais au chômage, donc j'ai beaucoup échangé avec France Travail et France Travail m'a parlé de l'IRA, donc l'IRA qui est l'Institut régional d'administration qui permet de devenir cadre dans la fonction publique en tant que catégorie A. Souvent, il faut donc une licence pour pouvoir passer ce concours ou bien avoir un master. Donc, c'est ce qui m'a motivé à passer ce concours. Et après avoir cherché, notamment avec eux, m'ont proposé d'intégrer une prépa pour pouvoir me préparer au mieux pour ce concours, qui est, il faut dire, à une certaine exigence, mais qui n'est pas du tout insurmontable. C'est juste que voilà, il faut travailler. Et donc, j'ai trouvé une prépa qui était donc à Sciences Po Toulouse, et je me suis dit, oui, c'est bien de pouvoir apprendre aux côtés d'intervenants qui vont m'apprendre énormément de choses, mais je pense qu'il est important aussi d'avoir de l'expérience dans la fonction publique pour pouvoir valoriser au mieux mon parcours, notamment lorsqu'on va passer l'oral d'admission. Et donc, ce qui était intéressant au sein de cette prépa à Sciences Po, c'est qu'elle était en alternance. Ça s'appelle la préparation accéder à la fonction publique. Donc, j'allais à la fois en cours quelques jours à Sciences Po pour pouvoir apprendre des notions et les matières sur le droit public, le droit européen, etc. Et également, je travaillais à la région Occitanie en tant que chargé de mission coopération internationale. Donc, en plus, ce qui était vraiment intéressant, c'est que j'ai pu travailler sur un domaine qui me plaisait énormément et au sein de la fonction publique territoriale. Donc, j'étais particulièrement épanoui pendant cette période et ça m'a permis de me préparer au mieux pour le concours. Et après une année donc en alternance, j'ai réussi le concours de l'IRA de Bastia, où il faut passer plusieurs épreuves. Donc, avant, il fallait rédiger une note, ce qu'on appelle un cas pratique opérationnel. C'est-à-dire que vous avez un dossier avec plusieurs documents, une thématique et une problématique, et il faut y répondre. Et avant, il y avait aussi un QCM, mais je crois qu'il a été supprimé. Donc maintenant, on a juste une épreuve écrite où il faut savoir que pendant la prépa, on s'entraîne toutes les semaines, donc ça devient presque automatique et on est préparé au mieux. Et derrière, après, on passe un oral en deuxième étape. Il faut d'abord réussir l'écrit et après l'oral d'admission pour pouvoir intégrer l'IRA de Bastia. Et donc, la particularité de cet institut, c'est qu'une fois que vous avez eu le concours, vous savez que vous allez avoir un poste, mais vous partez à Bastia pendant 8 mois pour vous former au poste d'attaché d'administration de l'État. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti pendant 8 mois à Bastia pour me former. Et ça a été extrêmement enrichissant, déjà d'être à Bastia, rencontrer énormément d'agents de la fonction publique, c'est aussi très enrichissant. Et donc aussi prendre de l'expérience auprès des autres. Et à la fin de cette formation, on va avoir un classement et on va intégrer un poste. Et c'est là que j'ai choisi le ministère de l'Intérieur. Et aujourd'hui, voilà, je suis à Paris au ministère en tant que chargé d'études budgétaires titre 2 à la direction des ressources humaines du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est pour gérer toute la partie masse salariale. Voilà. Bah super, merci beaucoup Marouane d'avoir partagé ton expérience de concours. On va donner la parole au centre de gestion de l'Ariège. Monsieur Dedieu Géraldine, c'est à vous. Bonjour à tous. Du coup, moi, j'ai intégré la fonction publique il y a 1 an et demi à peu près. À la base, j'étais cadre dans le commerce. Le métier ne correspondait plus à mes valeurs. Du coup, j'ai entamé une reconversion professionnelle où j'ai passé mon titre de conseillère en insertion professionnelle. Et dans le cadre de cette reconversion, des stages étaient obligatoires. Je suis donc partie à la recherche de stages désespérément. Et j'ai vu qu'il y avait un Zoom et des métiers de la fonction publique territoriale. Je me suis dit, pourquoi pas, on va aller jeter un œil, on ne sait jamais. Et du coup, j'ai rencontré Monsieur Dedieu et je lui ai proposé, je lui ai demandé s'il pouvait me recevoir en stage. Ce en quoi, a priori, ça collait bien, une bonne opportunité. Donc, moi, je pars du principe que les opportunités, on se les crée au quotidien. Donc, il faut vraiment essayer de mettre en place des choses. Hein, ça n'arrive pas tout seul. Mais par contre,
au quotidien, on se crée tous des opportunités. Et là, c'était mon opportunité, du coup, parce que du coup, ils cherchaient quelqu'un en stage, justement, pour pouvoir gérer le premier salon de l'emploi public en Ariège. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai intégré le centre de gestion, où j'ai préparé donc le premier salon de l'emploi public. Et ensuite, j'ai eu des missions, donc j'étais en binôme pour le suivi des PPR. Et après, ça a évolué après mon stage. Donc, le stage, Géraldine, c'était une période de combien de temps? 4 mois. Un stage de 4 mois. Ouais. Allez-y, monsieur de Dieu, je vous ai coupé la parole. Je vous en prie. Bonjour à toutes et tous. Donc, Frédéric de Dieu, directeur du centre de gestion. Donc, comme l'a dit Géraldine, effectivement, on s'est croisés sur un salon. Où Géraldine est en fin de salon, est venue me proposer un stage de 4 mois. Et c'était la première année où le centre de gestion allait mettre en place le comité local de l'emploi public en Ariège. Et on se disait comment on va faire, parce que moyen constant, ça paraissait difficile. Donc, on va prendre un stagiaire. Le CV de Géraldine a quand même attiré notre attention. Et donc, nous avons proposé à Géraldine de nous rejoindre pour cette mise en place. Donc, Géraldine a fait ses 4 mois de stage avec nous. À l'issue, on avait repéré quand même des compétences par rapport à ses conseils en évolution professionnelle et son intégration dans l'équipe. Donc, on lui a proposé un contrat sur accroissement d'activité dans un premier temps. Et ensuite, voyant un agent qui allait partir en retraite progressive et quitter l'établissement dans les 2 ans qui venaient, en gestion prévisionnelle des effectifs, on a proposé à Géraldine, donc on a créé un poste en catégorie C. Donc Géraldine a postulé sur ce poste, elle est aujourd'hui stagiaire sur ce poste en catégorie C. Je ne trahirai pas un secret en disant qu'elle sera titularisée vraisemblablement au mois de mars prochain sur ce poste en catégorie C. Alors, bien que le poste tout à l'heure on parlait de catégorie C, agent d'exécution, son poste ne correspond pas tout à fait à une catégorie C, agent d'exécution, puisque j'espère qu'après, par le biais de concours, elle pourra augmenter et gravir d'autres échelons. Puisqu'aujourd'hui, elle a quand même un poste assez polyvalent, puisqu'elle est conseillère en évolution professionnelle, elle est chargée des PPR, tout ce qui donc concerne le volet préparation reconversion, chargée de la convention avec le FIPHFP et le maintien dans l'emploi, toujours l'organisation des CLEP en Ariège en étant cheville ouvrière. Et à partir du mois de janvier, elle proposera des bilans de compétences et d'évolution professionnelle aux agents de la fonction publique territoriale. Donc voilà, pour un poste de catégorie C, il est quand même relativement surdimensionné. Donc, on va conseiller à Géraldine de passer les concours pour pouvoir évoluer au sein de l'établissement. Merci en tout cas pour ce témoignage. Oui, c'est vrai que la catégorie C, comme l'a expliqué Fanny tout à l'heure, c'est une façon de pouvoir rentrer son concours et ça a facilité pour vous le recrutement de Géraldine, mais effectivement, ça ne présage pas de sa capacité à évoluer sur d'autres grades par la suite. Merci beaucoup à tous pour ces témoignages. Je vais donner la possibilité aux personnes qui suivent ce webinaire de poser des questions, soit en utilisant le fil de discussion public, soit si vous voulez, vous pouvez lever la main et je vous donnerai la parole. Et avant qu'on ne se quitte dans une dizaine de minutes, je vous demanderai si vous voulez bien prendre un petit moment pour répondre à un sondage. Voilà, parce que nous, on a besoin aussi de certaines données pour être sûr que ce qu'on vous propose en webinaire correspond à vos attentes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à écrire dans le fil de discussion. Alors, Fanny, est-ce que tu pourrais répondre à la première question? Alors, existe-t-il un lexique pour tous les cycles de la fonction publique? Ah, bonne question. Effectivement, on est abreuvé de cycles dans la fonction de lexique dans la fonction publique.
de sigles dans la fonction publique, c'est pas toujours évident de s'y reconnaître. Je ne sais pas s'il existe un lexique, c'est une très bonne question. Je pense que déjà le site choisir le service public ou fonction publique.gouv.fr sont une mine d'informations sur tout ce qui est sigle. Après, à vous dire même s'il y a un lexique, je l'ignore. Je vous avoue que... Ouais, je suis pas certaine non plus, je l'ai déjà pas vu. C'est vrai que dans chaque environnement professionnel, il y a des sigles et un petit jargon, mais oui. voilà, vous pouvez certainement trouver beaucoup d'informations déjà sur le site Choisir le service public. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'a priori, il n'a pas eu de son. Alors, je vais répondre par écrit. Je pense que les problèmes de son, ça peut venir du navigateur, mais si je le dis oralement, la personne qui n'a pas de son ne profite pas de l'information. Je vois qu'il y a quelqu'un pourra écouter le webinaire en replay si... Oui. Je vais lui écrire dans le chat. Tu t'en occupes, Fanny. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont encore en train d'écrire. Je suis en train de vérifier s'il y a des gens qui ont levé la main, mais je ne vois personne. Alors, oui. Concernant les offres d'emploi B ou E, sont-elles systématiquement affichées sur les sites des entités publiques et ou transmises à des organisations telles que Cap Emploi? Alors, moi, je ne peux pas vraiment répondre. Monsieur Dedieu, est-ce que vous, par exemple, pour le centre de gestion, vous transmettez systématiquement à Cap Emploi? Je ne sais pas si c'est... je ne peux pas m'engager pour l'ensemble des employeurs publics, mais peut-être... Au niveau de la fonction publique territoriale, on ne les transmet pas systématiquement à Cap Emploi puisqu'elles sont ouvertes à tout agent. Donc, ils peuvent postuler quel que soit le fait d'être personne en situation de handicap n'implique pas une transmission obligatoire à Cap Emploi. Par contre, sur les sites des entités publiques, oui, elles sont obligatoires. Il y a une obligation de publicité des postes. Ce qu'il disait sur les sites des entités publiques, quand il y a un poste permanent à pourvoir, il est systématiquement publié. Tout à fait. Tout poste créé de façon systématiquement publié. Voilà. Madame Elisabeth, tous les postes sont systématiquement publiés. Donc, vous les trouvez soit effectivement sur les sites des centres de gestion, mais vous les trouvez systématiquement reprises pour l'ensemble de toutes les fonctions publiques sur le site Choisir le service public. Alors, je vois qu'on a encore d'autres personnes qui sont en train d'écrire des questions. On va balayer, voir s'il y a des gens qui lèvent la main. Alors, est-ce que tous les postes de la territoriale peuvent être titularisables? Alors, j'ai envie de dire non, parce que par essence, il y a des postes qui ne seront que contractuels. Je pense aux postes de directeur de cabinet, notamment, qui sont des contractuels de manière immuable. Ensuite, il y a des postes qui peuvent se transformer en CDI. Les CDD, au bout de 6 ans, ne peuvent plus être poursuivis en tant que CDD, mais sont convertis automatiquement, enfin, on le souhaite en tout cas, en CDI. Vous me le confirmerez peut-être, Monsieur Dedieu. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et puis, il y a également des diffusions d'offres sur des postes à durée déterminée, quand par exemple, c'est un remplacement d'un agent indisponible, un remplacement maternité, un agent qui est absent pour raison de santé. Excusez-moi, si je perds ma voix dès le premier webinaire, ça va être compliqué. Donc, globalement, oui, les postes peuvent être en général titularisables, mais ce n'est pas le cas pour tous les postes. Oui, effectivement, ceux sur besoins ponctuels ne seront jamais titularisables puisqu'il y a des besoins ponctuels sur les fonctions, notamment de renfort pour les élections ou de besoins saisonniers ou de remplacement, comme tu l'indiquais, Maëlle. Ça va dépendre de l'article sur lequel s'appuie la création de l'emploi. Effectivement. Je vois qu'on a encore des personnes qui sont en train d'écrire. Si vous souhaitez vous exprimer à l'oral plutôt que de prendre le temps d'écrire, vous pouvez lever la main.
avec la petite main qui est en dessous du support de présentation. On vous donnera la parole. C'est le suspense, on attend la question. Il y a marqué plusieurs utilisateurs, donc on risque d'avoir plusieurs questions. Mais tant mieux, c'est ça qui fait la richesse aussi de ces échanges. Ouais. C'est de ne pas rester avec des questions quand le webinaire se clôt. Tout à fait. Et puis, comme je vous le disais, je vous remettrai la diapositive que vous pourrez télécharger avec les dates des salons. Alors, comment sont calculées les indemnités et les primes dans la fonction publique? Alors, les indemnités et les primes, question. oui, elles sont souvent, la plupart du temps, liées au poste. En fait, alors, notamment, pour la fonction publique territoriale, déjà, le régime indemnitaire est décidé par l'autorité territoriale qui prend une délibération lors des instances consultatives. Donc, c'est vraiment, il y a une grille, en fait, qui est décidée par les élus. Souvent, les indemnités sont liées au poste et dans une proportion qui doit être similaire à la fonction publique d'État. C'est-à-dire que les primes indemnités dans la fonction publique territoriale ne peuvent pas être plus favorables que dans la fonction publique d'État. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez consulter, normalement c'est accessible en ligne, toutes les délibérations des entités qui votent des régimes indemnitaires. Donc après, il y a un calcul assez savant qui s'opère entre l'expertise du poste, entre le niveau de responsabilité et d'encadrement, entre les suggestions, puisque maintenant, avec le nouveau régime indemnitaire, ce sont aussi les suggestions, c'est-à-dire toutes les contraintes liées au poste qui abreuvent les indemnités et les primes. Et dans la fonction publique d'État, c'est un peu la même chose. En fait, il y a tout un système de grilles avec des indemnités inhérentes aux responsabilités de chaque poste et au niveau hiérarchique également. Donc, c'est vraiment une donnée de paye qui va être intimement liée à l'employeur qui va vous employer, mais dans des plafonds et des planchers qui sont quand même assez encadrés. Donc, on ne peut pas faire concrètement à la tête du client ou à son bon vouloir. C'est vraiment très encadré et fonctionne de tous ces paramètres-là. Merci Fanny. Alors, on a une question très précise sur les postes de policiers municipaux pour savoir s'ils sont ouverts en contractuel sans concours après une carrière militaire sans agrément. Alors, est-ce que Monsieur de Dieu, vous êtes en capacité de répondre à cette question? Parce que moi, je ne suis pas en capacité de répondre. Je ne me lance pas dans la réponse parce que je n'ai pas tous les éléments pour répondre non plus. Alors, moi, je me permets d'intervenir parce que je crois qu'en police municipale, il y a quand même des formations qui sont obligatoires. Je sais qu'on peut recruter des ASVP, des agents de surveillance de la voie publique sans concours. Mais en revanche, pour intégrer vraiment les grades supérieurs de la police municipale, il faut des formations et des concours spécifiques. Après, effectivement, ça demande peut-être par rapport aux suites d'une carrière militaire, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Monsieur Gasque, je ne sais pas de quel coin vous êtes, mais je vous invite à vous rapprocher du centre de gestion de votre département, parce que là, on pourra vous renseigner sur la carrière dans la police municipale. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Alors, il y a quelqu'un. Oui. Alors, aura-t-il un volet sur les reconversions suite à une maladie pro dans la fonction publique? Alors, si c'est sur les questions du webinaire aujourd'hui, non, ce ne sera pas le cas. Mais par contre, effectivement, en fonction de votre administration d'origine, moi, je vous invite à vous rapprocher des services RH pour avoir plus d'informations. Mais on n'aura pas un point spécifique dans la journée sur cette question. Alors, je vois... Quel est le délai de préavis de départ d'une candidature d'un poste de catégorie B de l'État à la territoriale après avoir postulé? Alors, je ne comprends pas très bien le sens de la question. J'imagine c'est si vous avez été retenu, au bout de combien de temps vous pouvez faire un détachement ou une intégration, peut-être, c'est le sens de votre question.
Normalement, le délai légal, c'est 3 mois, mois. Fanny. C'est 3 mois maximum ou plus. Hein. Après, c'est négociable avec l'employeur. Effectivement, ça peut être Voilà, des raccourci. fois, en fonction des nécessités de service, il peut y avoir un accord qui est fait entre les deux administrations. Et le préavis de départ court à partir du moment où l'employeur a reçu le courrier informant du départ de l'agent. C'est ça. Alors, avec plaisir. Ensuite, alors, pour les militaires bénéficiant d'un agrément, est-il utilisable pour les 3 fonctions publiques et si oui, sommes-nous rémunérés en gardant notre grade et notre échelon? Alors là, c'est une question qui est vraiment extrêmement précise en termes de rémunération. Moi, je suis pas capable de répondre à cette question. Et je pense qu'en fait, la rémunération, comme l'a indiqué Fanny, elle est variable aussi en fonction des fonctions publiques et en fonction des employeurs. Donc, je pense pas qu'on puisse vous apporter une réponse qui soit systématique pour toutes les candidatures. Je pense qu'il faut vous rapprocher des différents services RH en fonction des administrations ciblées. Alors, Marie-Josie Elisabeth nous demande, une personne ayant déjà travaillé dans la fonction publique d'État qui reprend un CDD dans la fonction publique territoriale, son ancienneté est-elle prise en compte si un CDI est signé? Et par ailleurs, après 3 ans de CDD dans la fonction publique territoriale, la période de stagiairisation est-elle obligatoire? Alors, il y a beaucoup de questions. Oui, parce que si vous avez déjà travaillé dans la fonction publique d'État, donc vous avez, pour avoir un CDD, vous n'étiez pas titulaire, du coup, j'en déduis. La question de la reprise d'ancienneté, là, j'avoue, je ne sais pas. En fait, il y a des règles et c'est vrai que c'est comme vous l'avez vu, hein, comme Fanny vous l'a présenté, c'est très particulier. En fait, il y a des règles de reprise en compte mais en fait, il faudrait qu'on puisse examiner en détail votre parcours et seul un service RH qui aurait à sa disposition vos arrêtés pourrait vraiment vous répondre. Et après, même si vous avez déjà fait un CDD, si pour pouvoir être titularisé, vous aurez forcément une période de stagiairisation. Si vous avez passé un concours ou si vous êtes stagiairisé sur un des dispositifs, soit dans le cadre d'un recrutement, si vous étiez en situation de handicap ou si c'était en catégorie C pour un recrutement direct. Oui, parce que pendant la stagiairisation, vous avez des périodes d'entretien avec votre N+1 pour voir si la stagiairisation est fructueuse et des formations obligatoires à suivre aussi pour votre intégration. Alors, on va prendre une dernière question parce qu'on a d'autres webinaires qui vont s'enchaîner et puis moi, je dois vous diffuser également le petit sondage. Alors, Marjorie demande, un titulaire de catégorie C de la fonction publique territoriale peut-il être recruté sur un poste catégorie B en tant que contractuel? Alors, à mon avis, si vous répondez aux conditions de diplôme pour la catégorie B et que vous êtes en disponibilité de la fonction publique territoriale, c'est possible. Fanny, tu confirmes, Monsieur Dedieu? Oui, je pense qu'effectivement. Tout à fait. Alors, je vois que Fanny, est-ce que tu veux bien prendre la suite sur la dernière question? Merci. Et moi, je vais vous diffuser un petit sondage. Vous allez voir, c'est très rapide. Je vais vous poser 5 petites questions qui vont nous permettre, nous, d'avoir quelques informations pour la suite. Voilà, donc je viens de lancer le premier sondage. Et je crois qu'il n'y a plus de questions, Maëla. C'est parfait. On est presque à la moitié des répondants. Bon, merci de prendre ce temps. Ça bouge encore un petit peu. Un peu de patience, je vous... Allez, 10 secondes pour les derniers répondants.
Allez, je vous publie le premier sondage dans le fil de discussion. Je vous lance la deuxième question. Ah, je ne peux plus lancer le sondage. Hop, ça y est, c'est parti. Ah, vous êtes super rapide hein, pour répondre sur cette question. On avait 47 répondants tout à l'heure. Je pense que ça ne bouge plus. Merci. Je vous envoie la troisième question. Vous êtes de plus en plus rapide à répondre. Super. Merci. Allez, la quatrième. Il ne restera plus qu'une seule après. Il y a une question, Maëla. Pour les militaires, Oui. on se situe où? Ouais. Alors, je vais faire la dernière question de sondage et ensuite on s'occupe de sa famille. C'était dans le sondage, je pense, dans le cadre du sondage. Ah. Personne ne sait où répondre. Ah oui, on se situe où? Eh bien, c'était mal posé comme question. Je vais noter qu'il faut rajouter militaire. Allez, encore quelques petits éléments. Vous pouvez voir, donc je vous ai remis la dernière diapositive. Il y a une petite flèche en bas à gauche. Vous pouvez télécharger ce support. Ça vous permet de garder l'adresse de la chaîne YouTube de la PFRH. Nos webinaires seront accessibles en replay sous quelques jours. Je vais créer une playlist Salon 2025 et vous avez également les dates des salons en présentiel dans nos départements. Ben voilà, c'est la fin de ce webinaire. Je tiens à remercier très chaleureusement nos intervenants ce matin qui ont consacré du temps de préparation et de présence ce matin pour vous donner quelques éclaircissements sur comment intégrer la fonction publique. Et puis, vous avez vu également comment s'y épanouir professionnellement. J'espère que ça vous a apporté. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation de journée. Il reste encore 8 webinaires. Je vais mettre fin à l'enregistrement.